Bonjour à tous. Juste pour commencer, est-ce qu'il y a des moins de 30 ans dans la salle? Ah oui, quand même. Est-ce qu'il y a des personnes qui managent des moins de 30 ans dans la salle? Et c'est souvent pas les mêmes. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler des millénials, ces nouveaux collaborateurs. Alors, tout le monde voit ce que c'est que les millénials. C'est déjà les mignons, ils sont mignons, effectivement, c'est un peu les millénials chez ces chouchous des marques, vous savez, du marketing, de l'entertainment en ce moment. C'est ceux qui écoutent du PNL, du Kendrick Lamar, qui regardent Sense8, qui kiffent Tonio, etc., etc. Ces millennials, c'est toutes ces populations qui entretiennent leur ego en se montrant la taille de leur réseau, évidemment. Et c'est ces populations qui, aujourd'hui, dans les entreprises, vous disent à longueur de journée que vous n'êtes pas agile. Forcément. Donc, on va parler d'eux, mais plus largement, on va parler surtout de comment on réaménage le travail aujourd'hui. Alors, les millennials, c'est un bon prétexte, un bon canal pour en parler. Globalement, l'idée, c'est que je vais vous partager mon expérience. Moi, je m'appelle Rodolphe Pelos. Ça fait une bonne vingtaine d'années que je bourlingue sur le marché des médias digitaux. J'ai construit des régies Internet il y a déjà de ça quasi 20 ans. Alors j'étais déjà avec des millénials. Je vous fais rapidement mon parcours. J'ai participé à la création de la régie publicitaire Internet de TF1. J'ai fait la même chose chez Lagardère. C'est là où j'ai commencé à ne plus être moi-même un millénial et à en avoir dans mes équipes. Ensuite, j'ai rejoint une société qui s'appelle iMedia, qui est un pure player, qui est une régie Internet. Je les ai quittés, j'ai monté un site marchand que j'ai revendu. Et dernièrement, j'étais jusqu'à l'année dernière dans un groupe qui s'appelle Melty. Melty, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un média digital. J'ai travaillé chez eux en tant que directeur général adjoint pendant 4 ans. Et c'est un média qui s'adresse aux 15-30, qui est fait par les 15-30 et qui a été créé par... alors maintenant, il a plus 30 ans, il en a plus, mais... qui a été créé par un moins de 30 ans à l'époque. Quand je l'ai rejoint, il avait 27 ans, c'est Alexandre Malch. Donc, tout ça pour vous dire que mon dernier bain en entreprise a été un bain de millénial, puisque c'était mes cibles, mes collaborateurs et mon manager. L'idée, c'est vraiment de vous partager mon expérience, de vous expliquer ce qu'on a fait, principalement chez Melty, mais pas que, et de voir à partir de ça... comment aujourd'hui comment on travaille, comment se réorganise le travail dans les entreprises et d'essayer de vous donner 2-3 tips que j'ai pu faire. Si vous voulez intervenir, vous êtes évidemment les bienvenus. Juste pour commencer, je voudrais quand même vous partager 2 points qui me paraissent essentiels dans la compréhension des millénials. Tout le monde connaît la pyramide de Maslow, de ce bon vieux Maslow. La pyramide de Maslow, vous savez, qui recense les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Alors j'ai dit bon vieux Maslow, parce que Maslow est mort en 70, la pyramide date de 1940. Et il y a une agence à New York qui s'appelle Refuel Agency, qui a essayé de la remettre un peu au goût du jour, et qui a interrogé les moins de 30 ans, qui leur a demandé quels sont les trucs sans lesquels vous n'imagineriez même pas vivre. Et donc, alors... tout ça, évidemment, à prendre avec des pincettes, on est d'accord. Mais, quand même, le besoin physiologique du moins de 30 ans, c'est le téléphone. Alors après, il y a la nourriture, ouf, j'ai envie de dire, puis l'ordinateur, les freins, les consoles de jeu, la télé, en 7e position, l'eau. Il va falloir retourner le cours de sciences de géo et de sciences nat. Le point important, c'est le téléphone, évidemment. Le point important à retenir sur cette génération, c'est que c'est une génération connectée, c'est une génération qui ne peut pas vivre sans le téléphone. S'il y a des parents dans la salle, vous avez tous fait le test d'enlever le téléphone le soir avant que vos enfants aillent se coucher. Vous voyez tout de suite que c'est un besoin physiologique. Donc voilà, le premier point à retenir, c'est que c'est donc une génération connectée. Alors McDo l'a bien compris, puisque quand vous allez au McDo, sur les portes des McDo, c'est pas marqué ici burger délicieux, c'est écrit ici Wi-Fi gratuit. Donc c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont parfaitement compris que c'était un moyen de séduire les moins de 30 ans. Deuxième point qui me semble important aussi à connaître, c'est d'arrêter d'avoir des préjugés sur ces générations.
En fait, c'est une génération dont on dit souvent qu'elle est désenchantée, qu'elle est insatisfaite. Et c'est faux. C'est faux. Sur une étude qu'on avait menée, nous, avec OpinionWay chez Melty, on se rend compte que c'est plutôt une génération qui est bourrée de projets. C'est une génération qui a conscience des mutations actuelles, qui en fait même plutôt une force. C'est une génération qui travaille et qui a une vision plutôt positive du travail, d'ailleurs, généralement, qui est c'est pour eux plutôt une source d'épanouissement. Alors, ils n'attendent pas qu'on vienne les chercher. C'est aussi une génération qui sait que dans 10 ans, globalement, le job qu'ils font aujourd'hui, ils le feront peut-être plus, ou il n'existera plus, et le job qu'ils feront, il n'existe peut-être pas encore. Du coup, en entreprise, forcément, ça les rend volatiles, ça les rend infidèles. Aujourd'hui, c'est fini, on ne fait plus carrière dans une entreprise pendant 20 ans. Au bout de 3 ans, la durée moyenne de vie, aujourd'hui, enfin de vie, en tout cas de présence en entreprise, c'est 2 ans. Donc, quand vous embauchez les moins de 30 ans, vous avez forcément une population qui devient un peu volatile, un peu infidèle, et qui a de grandes chances de vous quitter très rapidement. Ils n'ont plus les mêmes motivations en entreprise. Quand avant, il fallait se battre dans l'entreprise pour être devant... Enfin, vos concurrents en interne étaient probablement des gens du bureau d'à côté. Aujourd'hui, vos concurrents, ils ne sont plus en interne, ils sont dans le monde. Un designer, aujourd'hui, il peut être en concurrence directement avec un autre designer dans un autre pays. Donc, les leviers de motivation ne sont pas les mêmes. Et en fait, le principal levier de motivation aujourd'hui sur cette génération-là, globalement, c'est qu'ils recherchent du sens dans leur travail. Donc, en entreprise, un des points importants, c'est de donner du sens au travail. Alors, donner du sens au travail, ce n'est pas un truc qui est complètement ancien. Enfin, on a toujours cherché du sens, mais alors c'est particulièrement chaud en ce moment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de David Gruber, qui est un anthropologue, qui a mis au jour, il y a peu de temps, ce qu'il a appelé les bullshit jobs. Les bullshit jobs, c'est tous ces métiers qui sont nés des nouvelles technos, qui sont nés du tertiaire, dont on a du mal à définir vraiment à quoi ils servent, si ce n'est à peu près dans l'entreprise, mais en tout cas dans un contexte un peu plus large de vie, on a un peu de mal à définir ce que sont ces nouveaux métiers, en tout cas ces futurs anciens nouveaux métiers. Il y a un livre aussi qui vient de sortir il y a peu de temps qui s'appelle « La révolte des premiers de la classe », qui a été écrit par un journaliste, qui est un journaliste de Slate, je crois. Son livre, pour faire simple, il dit globalement, aujourd'hui, c'est plus branché d'avoir un CAP de pâtisserie que d'avoir un diplôme d'une grande école et que d'être cadre dans une boîte du CAC 40. Et c'est vrai, c'est ce qu'il démontre dans son livre, c'est qu'il démontre qu'aujourd'hui, les diplômés ont tendance à réorienter leur carrière, repassant des diplômes de type CAP, et donc d'aller vers des métiers qui ont plus de sens. Je ne sais pas si vous aviez entendu aussi parler des slashers, qui est une définition de certaines personnalités. Les slashers, ce sont des profils de personnes qui cumulent des activités. Quand j'étais chez Imedia, qui est donc une régie digitale, j'avais dans mes équipes 2 personnes. Alors, il y en avait un qui avait un boulot assez précis, il fallait qu'il gère un canal de revenus à 18h quand il partait, et il partait à 18h. Il enchaînait sur un deuxième job qu'il faisait tout seul chez lui. Il était développeur Flash, il faisait des jeux en Flash et il commercialisait. Au bout d'un moment, il nous a quittés parce que son activité de développeur Flash a pris le dessus. Donc il avait vraiment 2 sources de revenus. Il y en avait un qui était disc-jockey. Alors j'en connais d'autres qui font ça. Et il y en avait un qui était disc-jockey. Je pense qu'il faisait plus de revenus en étant disc-jockey qu'en travaillant avec nous. Et c'est pareil, au bout d'un moment, son activité a repris le dessus. Globalement, ils sécurisent tous par des doubles, triples, quadruples activités pour certains sur des métiers parce qu'ils savent que, à terme, globalement, leur job peut disparaître, ou en tout cas que tout ça est plus ou moins précaire. Donc, donner du sens au travail, c'est un des points clés de la relation avec les millénials. Donner du sens au travail, justement. Il y a plusieurs manières d'en donner. Je vais vous partager 2-3 leviers qu'on avait fait ou mis en place chez Melty. Un des premiers leviers, c'est l'environnement de travail. Alors, Melty était basé à l'extérieur de Paris, dans une banlieue semi-sympa. Il n'y avait pas beaucoup de boîtes, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Globalement, on savait que tout le monde allait passer quand même pas mal de temps dans les locaux. Donc on a travaillé avec un architecte spécialisé dans le bien-être au travail. Et on lui a demandé de nous imaginer des locaux où il ferait bon vivre. L'idée, c'était vraiment, une fois de plus, que
quand les personnes arrivent chez Melty, bah, ils sont super contents d'arriver. Ils arrivent plutôt avec le sourire plutôt qu'avec la tronche en se disant on va repasser encore 12 heures ici, voire 15 heures, voire plus pour certains, voire 2-3 jours d'affilée, ça nous arrivait aussi. Donc on avait créé plein de zones sympas. Alors évidemment, il n'y avait pas de cloison. Évidemment, on était en mode open space. Et on avait ce lieu qui était symptomatique chez Melty, qui s'appelle la Prairie. La Prairie, c'est une sorte de place de village, lookée. Alors nous, on l'avait voulu comme ça. Mais l'idée, c'était d'avoir une fois de plus une place de village, un lieu central où chacun pouvait venir travailler, discuter, se reposer. Il y avait 2-3 hamacs, il y en a qui faisaient des siestes. On recevait des clients, on faisait des conférences. Et c'était un lieu de vie où tout le monde pouvait passer. L'idée, c'est pas tant d'avoir une prairie dans des locaux. L'idée, c'est d'avoir des locaux dans lesquels les gens se sentent bien. Minute Buzz, que vous connaissez probablement, a développé un projet d'open office. C'est qu'eux, ils n'ont carrément plus de bureaux attribués. Quand vous arrivez chez Minute Buzz, il y a des zones avec des tables grandes, des tables petites, où on peut se mettre à 2, seul, à 12. Et chacun, le matin, en fonction des activités qu'il a à mener, arrive et s'installe là où il y a de la place et là où il veut s'installer. Et il n'y a absolument plus de bureaux attribués. Alors, il y a des zones fermées pour s'isoler, pour pouvoir téléphoner, évidemment, pour pouvoir avoir des entretiens. Chez Minute Buzz, ils sont allés même plus loin, puisqu'il n'y a même plus de manager. Donc c'est vraiment... alors ça marche sur évidemment des petites structures. C'est plus compliqué quand on est sur des grosses structures. Voilà. L'idée donc d'avoir un environnement de travail. Deuxième point, c'est d'avoir aussi un environnement collectif. Alors après avoir créé une prairie, des zones de jeu sympas, on avait une salle de jeu, on s'est aussi posé pour essayer de savoir comment on pouvait faire en sorte que, quand nos équipes arrivaient, eh ben, elles étaient plutôt bien accueillies, dans un environnement sympa, et quand on travaillait ensemble, c'était plutôt cool. Donc on avait mis en place quelques routines dans l'entreprise. Alors déjà, les membres de Melty faisaient partie de la Melty Family, donc il y a un esprit de famille qu'on développait plutôt qu'un esprit de salariat. Ça rapproche, ça crée un peu de connivence, et c'est toujours plus sympa de parler des uns des autres. On n'est pas obligé de s'aimer dans une famille, mais au moins, normalement, il y a un brin de solidarité. Parmi les routines qu'on avait mis en place, il y en a une que moi j'aime beaucoup, qui est le Thanks God It's Monday. Alors évidemment, tout le monde connaît le Thanks God It's Friday. Nous, on trouvait ça plutôt débile de se dire, mais pourquoi on fête quand on se quitte le vendredi soir? Youpi, c'est la fête. Je trouvais ça pas très logique et pas très positif comme message. Donc, du coup, on a inversé le système, on a créé le Thanks God It's Monday. Et le Thanks God It's Monday, tous les lundis matins, quand on démarre la semaine, on offrait à nos équipes un petit déjeuner. Donc tout le monde se retrouvait dans une zone un peu commune, et entre 8h et 10h30, parce que c'était assez processé quand même, entre 8h30 et 10h30, il y avait 2 heures de petit déjeuner où chacun, du coup, se remet en route tranquille, est content de raconter son week-end, discute avec ses potes, discute avec d'autres. Et l'histoire, c'est que voilà, on est plutôt content de se retrouver et on ne fête pas forcément quand on se sépare. Donc ça tombe bien, en plus c'est un bon moment pour partager plein de choses, puisque c'est là où on faisait des annonces, c'est là où les managers pouvaient parler avec leurs équipes pour donner quelque info, quelle que soit l'info à ces équipes, ou à toutes les équipes en tout cas de Melty. C'est là aussi où se présentaient les nouveaux arrivants. Donc c'était vraiment un lieu de rassemblement et de démarrage de semaine qui était plutôt positif. Autre routine qu'on avait mise en place, qui était le Bring Your Own Device. Le Bring Your Own Device, c'est parti du principe qu'on se dit que c'est plus sympa de bosser sur un device qu'on aime que sur un device qu'on nous a imposé. Il y en a qui sont plutôt PC, d'autres qui sont plutôt Mac, même si Mac ne marche pas tout le temps. Et du coup, on se disait qu'a priori, c'était plus sympa si chacun choisissait son device. Donc du coup, on laissait la possibilité aux équipes de choisir leur ordi, leur téléphone. Alors on poussait pour que ce soit des équipements mobiles et pas fixes, l'idée étant que chacun pouvait se déplacer dans l'entreprise. Et l'entreprise, enfin Melty, finançait, à hauteur d'un budget plafonné évidemment, Melty finançait le device en question, ce qui fait que chacun pouvait travailler sur un ordinateur qu'il aimait ou sur un téléphone qu'il aimait. Et du coup, on trouvait que c'était quand même plus positif et moins contraignant que de se dire « Ok, j'ouvre mon PC, je ne sais pas comment il marche, ça m'emmerde, mais j'y vais quand même ». Voilà, l'idée, c'était une fois de plus de générer du positif et du friendly dans la relation.
Parmi les autres tips, alors il y avait les Melticonf. Les Melticonf, c'était tous les 15 jours, le vendredi soir pour le coup. On prenait un petit quart d'heure et il y avait une conférence qui était donnée dans la prairie. C'est une personne de chez Melty, généralement, qui venait soit présenter un projet qu'il allait développer, soit présenter un projet qu'il avait terminé. Voilà. L'idée, c'était on prenait juste un quart d'heure, une personne en gestion de projet, on reviendra tout à l'heure sur la gestion de projet, et il y avait une personne qui venait présenter son projet, qui venait dire un peu à tout le monde où il en était, ou en tout cas comment ça s'était passé, ou alors plutôt où est-ce qu'il allait aller. Voilà. Une fois de plus, c'était un moyen de partager avec tout le monde et de ne pas cloisonner entre ceux qui font du marketing, ceux qui font de la com, ceux qui font du commerce, ou ceux qui dev. Et puis il y avait un autre point aussi qu'on avait mis en place, alors, qui est, on permettait le luxe du home office. Alors je dis le luxe parce que le home office, ça paraît formidable. Aujourd'hui, il y a tout pour faire du home office. Tout est connecté. Il y a des outils formidables pour piloter à distance. Et en fait, globalement, nous, en tout cas sur les équipes de Melty, les gens n'avaient pas forcément envie de faire du home office. Je crois qu'il y a une étude qui dit qu'il y a quasi 70% des moins de 30 ans qui préfèrent travailler en entreprise plutôt que chez eux. Donc en revanche, on avait mis en place ce luxe parce que c'est toujours plus sympa de savoir que le jour où il y a une fuite d'eau, le jour où il y a un enfant malade, le jour où on a un peu la tête à l'envers, on peut se réserver la possibilité de rester chez soi, de travailler. De toute façon, on fonctionnait en objectif, j'y reviendrai aussi. L'idée, c'est que le home office ou le travail sur bureau, globalement, ça ne change pas grand-chose. On travaille avec des notions d'objectifs et chacun avait l'obligation d'arriver à ses propres objectifs. Donc tout ça, c'est formidable. Changer l'environnement de travail, changer l'environnement collectif. Quand on regarde, je vous rappelle juste les histoires de ces sources d'épanouissement, le travail est source d'épanouissement, le redonner du sens au travail. Quand on regarde les valeurs qui sont plébiscitées par les moins de 30 ans en entreprise, la qualité, l'écoute, la reconnaissance, plutôt que l'autorité, la fidélité, l'effort, ce qui fait un peu le travail famille-patrie de l'autre côté. Quand on regarde ces valeurs-là, on se dit que forcément l'environnement de travail, la prairie, ça ne suffit pas. Il faut revoir aussi les conditions de travail, les manières de travailler et le management. Du coup, le rôle du manager a aussi son importance dans la relation qu'on a eue avec nos équipes chez Melty, mais globalement avec les moins de 30 ans. Il faut avoir conscience que c'est une génération qui a accès au savoir très facilement. Globalement, aujourd'hui, et c'est probablement un peu neuf dans l'histoire de l'humanité, c'est que quand vous voulez savoir quelque chose, vous mettez la main dans la poche, vous sortez votre téléphone, et a priori, vous avez la réponse. Donc le schéma du manager qui enseigne est un peu cassé. C'est plus le cas aujourd'hui. Le manager qui va vous apprendre comment on fait un plan marketing, le manager qui va vous apprendre comment on fait du dev, comment on fait de l'achat d'espace. Globalement, on n'a plus besoin de lui pour ça. En cherchant bien, on devrait le trouver sur un site quelconque. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les moins de 30 ans n'ont pas besoin de personnes plus âgées. Sinon, il y aurait beaucoup plus de chômeurs. Globalement, aujourd'hui, on est sur les moins de 30 ans, on était sur de l'intelligence connective, qui est un vrai point clé qui se développe en entreprise, c'est-à-dire que travailler ensemble pour développer des projets. De toute façon, vu la complexité du monde aujourd'hui, si on ne travaille pas ensemble, ça va être très très dur de travailler tout seul. Sur les moins de 30 ans, on passe à une logique d'intelligence connective. J'ai dû dire connective tout à l'heure, d'ailleurs, je me suis trompé. Bon, on passe du collectif au connectif. Donc vraiment, aujourd'hui, vous pouvez monter des équipes, quel que soit l'emplacement des personnes. Vous pouvez monter une équipe de développeurs avec quelqu'un qui se situe à Sydney, un autre aux États-Unis, un autre en France, et vous pouvez développer un projet comme ça. Donc vous pensez bien qu'à ce niveau-là de connexion et de proximité, le manager ne sert plus à grand-chose dans la logique de l'apprenant. Le manager a un autre rôle aujourd'hui, et il faut qu'il le prenne, il faut qu'il en ait conscience. Ça devient un chef d'équipe, ça devient un géo. C'est-à-dire que globalement, quand vous demandez, et je pense que les moins de 30 ans pourraient le confirmer ici, on me l'a encore dit hier, aujourd'hui, ce qu'on attend d'un manager, c'est le partage de l'expérience, c'est de piloter les relations parfois un peu chiantes en entreprise, qui sont les relations transversales.
Donc on attend plutôt ça d'un manager aujourd'hui, on attend de cette personne qu'elle soit à ses côtés, qu'elle crée de la communication, qu'elle crée de l'échange, qu'elle parle, qu'elle fasse avancer les projets, mais pas du tout qu'elle donne des grandes leçons, comme ça a été le cas jusqu'à présent, ou en tout cas jusqu'à il y a peu de temps dans les grandes entreprises où le manager était le chef, c'était le côté patriarcal. Voilà, tout ça a changé. On est aujourd'hui sur des managers qui transmettent un savoir-être plutôt qu'un savoir-faire. On manage différemment, donc, forcément, on travaille différemment. Le travail évolue en gestion de projet. Alors ça, c'est une étude qui a été faite par Kantar qui dit que 52% des moins de 30 ans préfèrent travailler en équipe. Alors, il y a une étude un peu plus récente qui a été faite par Manpower, je crois, qui dit que 61% des moins de 30 ans préfèrent travailler directement en organisation de projet. Donc, c'est-à-dire avec des missions en équipe, et avec des missions, si possible, plutôt différentes les unes des autres. Alors, je vous rappelle que c'est une génération qui est mobile, connectée, donc forcément qui se réadapte systématiquement à la logique de projet. En fait, on passe d'une organisation qui était verticale à une organisation qui devient horizontale. Travailler en projet, alors chez Melty, on le faisait. On avait, alors, je ne sais pas si vous connaissez les méthodes Scrum, qui sont des méthodes bien connues de l'environnement des ingénieurs et des développeurs. Les méthodes Scrum sont des méthodes qui consistent à segmenter un projet en de multiples projets. Alors, c'est forcément très efficace dans l'univers des développeurs, et ça marche aussi parfaitement bien dans l'univers commercial, dans l'univers marketing, dans l'univers éditorial. On utilisait, nous, chez Melty, les méthodes Scrum en permanence sur tous les sujets, c'est-à-dire qu'on divise un grand projet en de multiples projets, chacun se voit attribuer la responsabilité d'un de ces petits projets, ce qui fait que vous pouvez avancer sur un petit projet. Si celui-ci plante, ça ne freine pas l'avancée du gros projet. Et on peut faire appel à la communauté pour se faire aider en permanence. Et ça nous permet de suivre l'avancée et d'avancer surtout beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est des méthodes qu'on utilisait. Il faut savoir que le fondateur de Melty est un ingénieur. Donc forcément, on lui a piqué pas mal d'idées qu'il avait déjà de son expérience d'ingénieur. Il y avait un deuxième point dans la logique de projet qu'on utilisait beaucoup, qui sont les objectifs à court terme. On fixait tous les trimestres avec les équipes, en tout cas elles fixaient individuellement, chacun fixait individuellement ses propres objectifs. Il y avait globalement 5 objectifs à déterminer pour un trimestre. Des objectifs qui étaient professionnels évidemment dans un premier temps, mais pas que. On pouvait fixer des objectifs un peu moins professionnels ou peut-être un peu moins sérieux. Il y avait un objectif qui revenait assez souvent, il y avait pas mal de gens qui avaient des plantes sur leur bureau. Donc parmi les objectifs, il y avait ne pas faire mourir la plante. Bon, voilà, tous les trimestres, cet objectif revenait. Donc chacun fixait 4, 5, 6 objectifs. Et à la fin de chacun des trimestres, chacun finalement se jugeait, faisait une auto-évaluation de ses propres objectifs et demandait à des membres de la Melty Family de juger, d'évaluer si les objectifs étaient atteints. Donc l'idée, c'était d'aller demander à des personnes qui ne sont pas forcément de votre propre métier. L'idée, c'était d'aller demander à ces personnes-là si ils estimaient que les objectifs étaient atteints. Ça avait 2 vertus. La première qui était de partager dans l'entreprise ce qu'on faisait individuellement. Et la deuxième, c'était que les personnes qui jugeaient les objectifs, forcément, étaient obligées un peu de s'impliquer dans le travail des autres. Et donc étaient obligées un peu de gratouiller pour savoir ce que faisait précisément l'autre comme métier. Et du coup, ça créait de la transversalité. Et une fois de plus, c'était une logique de dire on travaille à l'horizontale, je le comprends, et pas à la verticale, comme ça avait pu être le cas. Jusque-là, est-ce que tout va bien ? Ouais. Alors, je vous propose une petite pause vidéo. J'espère que ça marche. Oui, et j'espère qu'il y a du son aussi. Voilà. Alors, évidemment, il n'y a pas de son. Il n'y en a toujours pas. Papa,
ça y est, cette fois-ci, notre action n'a pas été inutile. Non, écoute mon petit Daniel. Si tu veux bien, on parlera de tout ça demain matin, tranquille. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai mon compte. T'as compris? J'ai mon compte. Disons que j'ai eu une journée un petit peu spéciale. Et vraiment, j'ai l'impression de vivre dans un monde de dingue. Je ne sais pas ce qui vous prend à tous, mais... Non, écoutez, puis moi, je ne veux pas devenir dingue. Je suis pressé, alors maintenant, tu vas m'accompagner au Trocadéro. Non, papa, il faut que je t'explique. Non, alors, je veux que tu comprennes. Oui, mais alors, 2 secondes, hein. 2 secondes. Le capital, c'est foutu. La 5e, c'est foutu. Le PC, c'est foutu. La société de consommation, c'est fini tout ça, c'est foutu. Les bagnoles, foutu. Il faut que tu en prennes conscience, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu nous aides. Bon. Alors, pour l'instant, raccompagne-moi, sois gentil, dépêche-toi. Puis alors, boucle-moi cet engin-là, comment ça marche? Parce qu'en plus, j'ai pas envie d'attraper la crève, moi. Tu tires vers toi, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Planque-le. Planque-le. Qu'est-ce que c'est? Un tiers d'essence, un tiers d'éther, un tiers d'oxygène. Un tiers de... Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, on l'allume et ça explose. Ça explose? Oui. Non, mais... Viens voir. Viens avec moi. Ça s'allume où? Là. Mais ça marche. Alors, tu disais que les bagnoles, c'était foutu. Oui. Je vais te montrer que j'ai peut-être tout compris, moi. Regarde. Mais... Tu veux bien, Daniel, j'ai tout compris. Seulement, fallait que tu m'expliques. Tiens, voilà pour ton métro. Fasciste. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tiré de L'aventure, c'est l'aventure. Au-delà d'être... moi, c'est un de mes films cultes, donc ça me fait marrer à chaque fois. Il y a 2 trucs qu'il faut retenir de ça. Le clivage intergénérationnel, qui est finalement le sujet clé au milieu de tout ça, c'est pas nouveau. C'est un truc qui existe déjà, ça a toujours existé et ça existera encore. Quand on parle des millennials aujourd'hui, c'est juste une manière d'illustrer un changement de notre monde qui est un peu plus violent que d'habitude probablement. Mais globalement, la différence d'âge et les complexités à se comprendre entre ces différences d'âge, ça a toujours existé. Le deuxième point qui est important, ça n'est pas grave. Il suffit de faire attention, d'écouter, et justement, on va y venir. Le clivage intergénérationnel n'est pas un problème normalement si on en prend conscience. Vous connaissez House of Cards, j'imagine, pour la plupart. Au début de la série, Frank Underwood, qui est nourri d'une ambition assez forte, puisque l'idée c'est d'aller choper le siège le plus haut de la Maison-Blanche, il fricote avec une petite journaliste qui s'appelle Zoé Barnes, qui est assez jeune, et il se dit que finalement, en se rapprochant d'elle, il va pouvoir abuser de sa jeunesse et de son ignorance pour pouvoir choper un peu d'influence du magazine ou du journal dans lequel elle travaille. Bon, il se rendra compte forcément avec le temps que tout ça n'a pas marché, qu'elle est aussi ambitieuse que lui. Alors, l'histoire finit mal. Je ne vous conseille pas de faire ça avec vos millennials à vous, mais il la pousse sous le métro. Donc, ça reste une série, mais le truc qui est important à retenir de tout ça... J'ai spoilé, mais la série est plutôt vieille. Non, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que... globalement, les gens de pouvoir, généralement, ils ont parfois un peu cette spécificité de ne pas être charmés par les propositions faites par une jeunesse parfois inexpérimentée. Ils ont plutôt parfois tendance, alors les gens de pouvoir sont les gens toujours un peu plus âgés, ils ont parfois cette attitude à ne pas écouter ou ne pas prêter attention à ce que leur dit... leurs camarades beaucoup plus jeunes. Alors, généralement, ce qui se passe, et c'est ce qui se passe dans House of Cards, c'est que dans l'autre sens, finalement, les plus jeunes n'écoutent pas les plus vieux non plus. Et c'est comme ça que le fossé générationnel se creuse un peu plus. Pour vous illustrer le propos, quand j'étais chez Lagardère, donc chez Lagardère, c'est un cumul de plusieurs régies publicitaires. Il y en a 4, puisqu'il y avait 4 médias, de la télé, de la presse, de la radio, et de l'Internet. Donc moi, je pilotais la régie Internet, donc j'avais évidemment les équipes les plus jeunes. Et on avait pas mal de difficultés à travailler ensemble, de média à média. Et puis un jour, dans mon équipe, il y en a un qui m'a donné une idée plutôt pas mal pour améliorer ce travail transversal. Et donc au comité de direction, je suis arrivé avec mon idée, puis j'ai dit, tiens,
et machin. Il a proposé ça comme idée. Je trouve ça plutôt pas mal si on arrivait à le faire ensemble. Et là, la réaction a été formidable. J'ai adoré. Je m'en rappellerai tout le temps. C'est pas un gamin qui va nous apprendre notre boulot. Voilà. Donc là, ça a été un peu un choc. Je me suis dit, bon, bah ouais, enfin, mon idée est pas mal. Non, c'est pas un gamin qui va nous apprendre notre boulot. OK. En langage de développement personnel, cette attitude s'appelle une croyance limitante. C'est-à-dire qu'on tire le truc vers le bas. Et avec la jeunesse, il faut arrêter ces croyances limitantes. Il faut se laisser envahir par la jeunesse. Il faut écouter la jeunesse. Il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Ils connaissent beaucoup mieux le nouveau monde tel qu'il arrive que les vieux de 50 ans qui sont derrière un micro et qui passent des slides. Il faut s'organiser différemment, il faut parler avec eux, il faut les écouter, même s'ils ont besoin des tempes grises, hein, puisque c'est comme ça qu'on m'a appelé plusieurs fois, ne serait-ce que pour les écouter et que pour les orienter. Alors, les écouter, ça pourrait paraître comme ça juste un mot, mais il y a des entreprises qui le font. Il y a des expériences en entreprise déjà qui existent. Le groupe Hacker, le groupe Prisma, TF1 ont mis en place ce qui s'appelle des Shadow Comex. Alors je fais une synthèse, je dis Shadow Comex. Ça a d'autres noms selon les entreprises. Le Shadow Comex, c'est quoi? On identifie au sein d'une entreprise des talents de moins de 30 ans. Et on constitue un COMEX avec ces talents-là, qui est un miroir du COMEX officiel, on va dire, qui généralement, autour de la table du COMEX officiel, on a des profils un peu plus âgés, un peu plus expérimentés. Et à ces profils-là, à ce Shadow COMEX, on leur soumet les mêmes problématiques que le COMEX originel. Et on chope leurs réponses, on échange avec eux, on les écoute, on les laisse réagir naturellement, évidemment sans les orienter. Et ensuite, on confronte leurs réponses aux réponses du vrai COMEX. Et on regarde les différences qu'il peut y avoir et on essaye de corriger et de s'enrichir des réponses de ce Shadow COMEX. Et je vous dis, il y a de plus en plus de groupes, en tout cas dans les groupes du CAC 40, ça se fait de plus en plus. Alors après, sous des méthodes différentes, que ce soit un Shadow COMEX, que ce soit un Millennial Group, il y en a qui ont appelé ça un Millennial Group, c'est un peu border, c'est un peu excessif. Mais il y en a de plus en plus, à chaque fois j'échange de plus en plus avec d'entreprises qui me disent « Ah bah ça y est, on a mis un groupe de travail avec des moins de 30 ans, hyper intéressant, on remonte plein d'infos. » Mais en tout cas, le truc qui est positif, au-delà du nom, c'est que soudain on donne un peu plus la parole, soudain on écoute et on prend en compte les réponses. Il y a un autre système qui se fait de plus en plus aussi, qui est le reverse mentoring. Globalement, dans les mécaniques de formation que vous mettez en place en entreprise, vous prenez un moins de 30 ans, puis un cinquantenaire, on va dire, vous les mettez tous les deux ensemble, et c'est le moins de 30 ans qui va former le plus de 50. L'idée, c'est évidemment d'aller sur des formations maîtrisées par le moins de 30 ans, donc on va être sur des mécaniques évidemment digitales, des mécaniques de marketing digital. Mais l'idée, c'est de partager et de maintenir la richesse, en tout cas, du quinquat. Enfin, les quinquats, les moins de 30, tous des mots que je déteste, mais voilà. En tout cas, le point important de tout ça, c'est écoutons la jeunesse. Elle a du talent. C'est pas moi qui le dis. Dans une société où l'innovation aujourd'hui est devenue un peu un élément clé de l'économie des entreprises, il est fort probable que la jeunesse en soit le moteur. Je vous disais que la jeunesse a du talent. Aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est deux gars. Le peintre qui a dit forcément que tout le monde a du talent à 25 ans, que la difficulté c'est d'en avoir à 50. Donc quand on a conscience de ça, autant aller chercher le talent chez les moins de 30 ans et d'en faire un vrai moteur pour l'entreprise. Il y a une deuxième citation que je vous citerai et que j'aime beaucoup, c'est Xavier Dolan, le réalisateur, qui quand il a reçu sa Palme d'Or à Cannes, a dit la jeunesse est une promesse. Et je vous jure que c'est vrai, j'ai passé 5 ans en entreprise chez Melty avec que des moins de 30 ans, et c'est une vraie richesse et c'est une vraie promesse. Ils sont bourrés de talent, il faut se nourrir de tout ça. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas. T'as des questions, pas de questions, c'était clair. Ben, c'est que c'est clair. Ah oui, je voyais pas. Oui, je vous écoute. C'est par rapport à la petite famille. Oui. Est-ce que c'est pas dangereux d'assimiler une famille, par exemple, si on doit licencier un collaborateur, il va se
dire ouais, mais bon, on n'est pas une famille. Enfin, après cette notion de. Bah, il y a des séparations dans les familles. Hein. Ça arrive. Hein. Non, c'est vrai. Cela dit, c'est un vrai sujet qu'on a dû traiter, parce qu'effectivement, quand on crée un peu de complexité comme ça, enfin de complicité, pardon, comme ça, forcément, parfois, c'est un peu dur d'être dans des logiques de séparation. Il y avait un truc qui était très clair quand on rentrait chez Melty, et qu'on disait tout de suite, c'est qu'on disait le jour où Melty t'apporte rien, ou le jour où on voit que tu n'apportes plus rien à Melty, on se le dit. Donc ça, c'était très clair dès le départ. Et le nombre de fois, en 4 ans, je l'ai eu 3 fois le cas, de personnes à qui m'ont dit sincèrement, je ne m'y retrouve plus dans le poste, je ne suis pas au top. Systématiquement, on a trouvé une solution. Et sur les 3 fois, il y a eu 2 fois, c'est des personnes qui sont venues me voir, et une fois, c'est moi qui suis allé voir la personne en disant, bah voilà, je pense que là, le truc va évoluer. Systématiquement, ça s'est hyper bien passé. Alors, peut-être un coup de chance, hein, je suis arrivé, on était 40, je suis reparti, on était 120. J'ai eu à le faire plutôt au début, où on n'était encore pas trop. Forcément, quand il y a un peu de monde, on a des profils un peu différents, mais en tout cas, ça se gère. Il y a un point qui est important, en tout cas, pour vivre dans ce type de contexte, parce que comme ça, c'est cool, mais plus c'est cool, plus il faut que ce soit précis, et plus il faut que ce soit processé. Et ça fait partie des points de process. Oui ? Moi, j'ai une question par rapport aux fameux objectifs trimestriels. Oui. Par rapport aux objectifs trimestriels, alors, je trouve l'idée cool, mais il y a un jugement devant tout le monde. Est-ce que ça a posé un souci, enfin, pour les personnes un peu introverties, par exemple? Alors, à la base, c'est pas devant tout le monde. C'est chacun, on avait un Excel, basiquement. On avait un Excel qui était calibré pour tout le monde. Chacun remplissait ses objectifs sur son Excel et choisissait 4, on va dire, menteurs. Et du coup, chacun allait dire à ces 4 menteurs, je t'ai choisi pour juger de mes objectifs. On sollicitait beaucoup pour choisir au moins dans les 4 une personne avec qui on n'avait pas trop de proximité. Parce que forcément, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on choisit ses potes, naturel. Là, on poussait quand même en disant, prends quelqu'un avec qui tu n'as pas trop l'habitude de travailler. D'abord, ce sera sympa de confronter ton job à quelqu'un qui ne le connaît pas. Mais en revanche, les objectifs n'étaient pas mis en public. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, chers amis, alors moi, ce trimestre, j'ai dû faire ça, ça, ça et ça, j'ai planté ça, ça, ça et ça. Non, évidemment, on ne le faisait pas, ça restait dans un petit contexte, le manager était au courant, la personne forcément, et les 4 autres étaient au courant. Et ça s'arrêtait là. Je crois que c'est bon. Il y a d'autres questions? Oui, non, non, oui, bon. Ah, si, oui. Est-ce que dans les open space, il ne faut pas quand même toujours avoir un endroit, d'avoir une bulle où les gens puissent quand même à un moment... Hyper important, bien sûr. Alors, nous, on avait un open space avec des salles de réunion. D'ailleurs, Alexandre, donc, qui était le fondateur de Melty, au début, avait dit non, on ne fait même pas de salle de réunion. Donc, on lui a expliqué quand même... Alors, comme moi j'étais sur la partie commerciale, c'était d'autant plus important qu'on reçoit des clients et qu'il y a des échanges qui sont parfois un peu confidentiels. Mais en tout cas, d'avoir des salles de réunion, ça permet effectivement de recevoir du monde sous un angle un peu confidentiel. Ça permet d'avoir des entretiens avec des personnes quand on a besoin d'échanger de manière aussi confidentielle. Ça permet de téléphoner sur des communications confidentielles. Cela dit, les salles de réunion étaient toutes en verre, quand même. Donc, quoi qu'il arrive, on sait qui est dans la salle de réunion. Voilà. Mais évidemment, c'est important. Chez Minute Buzz, ils ont des zones fermées. Hein. C'est évidemment important. Oui. Merci pour l'intervention, c'était très intéressant. Merci. Vous avez en gros conclu par écoutons les millennials, ils ont du talent. Oui. Pour moi, tout le monde a du talent. Peut-être l'élément le plus différenciant dans l'entreprise serait peut-être l'énergie Oui. et une certaine fougue, mais surtout les barrières qu'on se met nous-mêmes dans l'entreprise, notamment dans le cadre de l'innovation. Donc, ça ne serait pas plutôt l'expérience nous forge nos propres barrières, c'est-à-dire que souvent, je le vois bien dans l'entreprise, les personnes qui innovent le plus sont celles soit qui sont en début, c'est-à-dire celles qui ont le moins de barrières, qui connaissent assez peu encore les rouages et les process de l'entreprise, c'est-à-dire qui vont proposer des choses plus transverses qui vont désiloter l'entreprise, et aussi ceux qui
qu'au contraire, vont partir en retraite. C'est-à-dire, est-ce que ça ne serait pas, non pas le talent qui est décisif, mais plutôt cette énergie et le fait de ne pas avoir de barrière? Ben, en fait, moi, un des points que je trouve important, c'est surtout qu'il n'y ait plus ces deux mondes. L'idée, c'est de rapprocher. Le talent, c'est une manière de résumer, mais la fougue, l'insouciance, l'énergie sont évidemment des éléments qui caractérisent généralement la jeunesse, qu'on perd un peu au fil des âges, mais qu'on enrichit d'une expérience qu'on n'a pas au moment quand on est plus jeune. L'idée, c'est le mariage de tout ça qui fait le talent au final. Le vrai talent d'une entreprise, c'est d'avoir des personnes un peu plus âgées qui font profiter leur expérience à des plus jeunes et des plus jeunes qui font profiter de leur fougue, de leurs idées, de leur connaissance du monde aux plus anciens. Et le talent naît des deux. Après, on a tous des définitions plus ou moins différentes du talent finalement. Moi, c'est vrai que ma vision, c'est que je trouve qu'il y a un talent chez les moins de 30 ans qui est évident et qui est encore plus évident en ce moment, avec ce qu'on vit dans le monde et dans l'économie, avec la digitalisation de tout. Il y a un vrai talent de compréhension qu'on n'a plus quand on a 50, qu'on perd finalement. Mais le mot talent, moi, c'est comme ça que je le vois. Je trouve que c'est une forme de talent. Mais on peut le définir autrement, en tout cas. Oui, exactement. C'est aussi la même chose. Ça rejoint, en tout cas, les modes de gars.